Excellence, Monsieur le Président Sylvestre Ntibantunganya, merci de nous accueillir à votre demeure. Nous avons voulu nous retrouver avec un ancien du village burundais pour qu'il nous instruise de son expérience et de sa sagesse. Et comme vous le savez, notre pays a connu une histoire complexe mais aussi difficile à bien des égards. La définition des politiques dans lesquelles engager le pays, les choix faits à différentes instances ces dernières décennies nous invitent à revenir sur cette histoire de façon avertie et singulièrement instructive. Nous voulons rendre nos mémoires stratégiques de telle façon que nos arrière-petits-enfants vivent ensemble dans la paix. Dans la suite des conférences pour mémoire organisées en 2012 et auxquelles vous avez accepté de donner votre contribution dans un échange avec le président Pierre Buyoya, les témoignages recueillis auprès de différentes personnes nous ont convaincus qu'il était utile de continuer la dynamique de réflexion engagée. Au-delà de l'immédiateté des événements et de la confrontation des intérêts, il s'agit toujours d'analyser de manière exigeante et distanciée les dynamiques de long terme qui ont caractérisé ces dernières décennies. Bien que marquées par une série d'événements douloureux, il y a des traits positifs et des courants positifs et porteurs d'enseignements pour l'avenir qui existent et qu'il s'agit de mettre en lumière. Le Burundi, comme vous le voyez, a la chance d'être un des rares pays en Afrique qui a 4 anciens chefs d'État encore en vie qui circulent librement et qui sont membres du Sénat à vie. La série actuelle d'émissions voudrait recueillir leurs témoignages sur l'histoire de la gestion du pays et les leçons qu'ils en ont tirées. Vous avez été et vous êtes toujours un témoin privilégié de cette histoire. Vous pouvez aider le pays à renforcer cette mémoire stratégique avec conversion des ingrédients ancrés dans nos archives mentales, mais aussi culturelles. C'est un parcours qui sera certainement passionnant, avec vous comme un témoin privilégié qui raconte une histoire, qui raconte l'histoire de sa vie, celle des institutions dont il a vécu la mise en œuvre, celle des orientations prises, mais aussi celle des orientations non prises. Et comme l'ancien du village qui narre la vie de sa communauté pour les futures générations, nous sommes là pour vous écouter et vous demander des éclaircissements. Nous serons intéressés de savoir d'où vous venez et ce qui a motivé votre engagement en politique dès le jeune âge, particulièrement depuis votre refuge au Rwanda. Vous avez eu à gérer le pays à un moment très difficile et très éprouvant, juste après l'assassinat de votre ami, le président Melchior Ndadaye, suivi de la mort de votre autre ami, le président Cyprien Ntaryamira, lors de l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana à Kigali. Comment avez-vous vécu votre engagement? Comment avez-vous vécu ces moments si éprouvants? Où trouviez-vous l'énergie pour continuer avec sagesse votre engagement et l'organisation de la vie institutionnelle du pays? Toutes ces questions nous intéressent et je vais laisser nos journalistes Karine Firoko de la radio publique africaine et Jacques Boukourou de la radio-télévision nationale nous aider à creuser ces questions. Vous vous êtes réfugié au Rwanda en 1979 alors que vous étiez en 3e année à l'Université du Burundi. Pourquoi vous vous êtes exilé? Nous sommes partis le 1er mai 1979. Nous étions, j'allais dire, une équipe d'une dizaine de jeunes étudiants à l'Université du Burundi. Malheureusement, il y a parmi eux certains qui sont déjà morts et d'autres qui vivent encore, qui exercent dans l'un ou l'autre secteur de la vie nationale. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et nous sommes partis parce qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il y avait un coup d'État en perspective qui pouvait éventuellement déboucher sur des contradictions, y compris au niveau de la vie entre les communautés ethniques.
Et nous, à l'époque, comme étudiants, à l'université du Burundi, où nous étions en tant que Hutu, pour être précis, extrêmement minoritaires, on a dit vaut mieux prendre des devants au lieu de laisser des situations éventuellement se détériorer et être compliquées pour nous. Et on s'est décidé à partir. Nous étions dans une classe, par exemple, au niveau, en ce qui me concerne, où nous étions au nombre d'une trentaine dans notre classe. Et sur la trentaine, les Hutus, on était à 4. Et parmi ces Hutus, il y en a 2 qui sont partis au Rwanda. Et le camarade avec lequel je suis parti vit depuis cette année, je pense, oui, vit au Sénégal, où il est enseignant, je crois, dans une école secondaire. Voilà, c'est la circonstance dans laquelle nous sommes partis. Et des tensions d'ordre politique qui existaient certainement à l'intérieur du pouvoir, d'autant plus que d'ailleurs, cette année 79 est une année où le parti IPRONA tenait son premier congrès national ordinaire depuis sa création. Et il y avait tout un tas de rumeurs au niveau des contradictions à l'intérieur des systèmes qui se disaient, et on a pris ses précautions. Et comment avez-vous vécu cet exil? C'est très renseignant, c'est très formant. Et je vous dis par exemple qu'on a commencé par voir les options qui étaient offertes à nous pour pouvoir sortir du pays. D'abord, on se demandait s'il ne fallait pas aller au Zaïre à l'époque, la RDC aujourd'hui, en passant par Gatumba. Mais on s'est dit que cette option n'était pas facile, d'autant plus qu'on serait arrivé dans une zone qui n'était pas sûre pour nous et qu'on ne maîtriserait pas. On a ensuite dit qu'il fallait aller vers le Rwanda. Et à ce moment-là, on s'est dit, non seulement le Rwanda, on croyait aussi que le Rwanda Hutu pouvait être plus indiqué pour nous accueillir, mais aussi que c'était plus facile d'y arriver. C'est pourquoi on est allé, quand on est parti au marché de Bujumbura, où on a pris les véhicules qui étaient alors en vogue, les camionnettes Toyota. On est allé jusqu'à la frontière rwandaise, on a traversé. Et le lendemain, 2 mai, on était à Butare. Une fois là-bas, nous savons que le mouvement des étudiants burundais Bamere avait déjà commencé en 1976. Au Rwanda, il y a eu aussi Ubu. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à ces mouvements et comment cela a-t-il influé sur votre parcours politique? Mais c'est très important cela, votre question. Parce que déjà, le 2 mai, à Butare, je me souviens très bien, à Tumba, pour ceux qui connaissent la ville de Butare, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Melchior Ndadaye. Lui étudiait à l'époque à l'Institut pédagogique national. Je peux vous dire que depuis, on ne s'est jamais quitté, jusqu'au jour de sa mort. Et Melchior Ndadaye, après, on a continué à parler avec lui de la politique. Lui était déjà engagé depuis 1975, où il avait justement été à l'origine de ce mouvement auquel vous avez donné une prononciation burundaise, Bampere, qui signifie Mouvement des étudiants progressistes burundais au Rwanda, ou Barundi au Rwanda. Et on a fait un rassemblage pour distraire, pour qu'on nous découvre de quoi il s'agit. Mais au niveau de la signification, c'est cela. Et j'ai été pris en charge par des amis qui étaient déjà dans ce mouvement. Je me souviens par exemple de M. de Yuhire Emile. Malheureusement, il est décédé. Et c'est lui qu'on avait chargé de ma formation. Et très vite, il avait constaté l'assiduité peut-être que j'avais et m'avait proposé pour intégrer ce mouvement. En 1979, donc au mois d'août exactement, le mouvement Bampere, associé à un autre, cette fois-ci de fonctionnaires burundais qui vivaient à Kigali, se sont mis ensemble pour créer ce parti Ubu, umugambwe w'abakozi b'u Burundi,
Parti des travailleurs burundais et j'ai participé à la fondation de ce parti. Je me souviens, c'est comme hier, des conditions dans lesquelles nous avons fait ce congrès, dans un contexte qui n'était pas facile. Et dans la structure de ce parti, moi j'occupais les responsabilités de secrétaire national chargé des relations extérieures. Melchior Ndadaye était secrétaire national chargé de l'information. Et si vous avez la chance de tomber sur ce que nous écrivions, en fait, à l'époque, les auteurs, nous étions les deux, Ndadaye et Melchior. Je vous conseillerais d'aller voir, par exemple, si vous voulez, peut-être on va le conseiller aussi à la Commission Vérité et Réconciliation, d'aller voir M. Jérôme Ndiho. Il semble qu'il détient pas mal d'archives de l'époque, de ce que nous écrivions dans le flambeau de la Révolution et dans Ukuri. Et pratiquement tout ce qui est écrit dedans est de la plume de Melchior Ndadaye et de moi-même. Et nous avons donc évolué dans ce parti pendant 4 ans, puisque visiblement, j'allais dire que nous divorçons avec ce parti en 1983. Quelle était votre vision politique à votre retour au Burundi? Oui, nous rentrons effectivement le même jour, le 5 septembre 1983. Lui, il est rentré en moto. Et moi, j'avais eu une chance d'avoir un coopérateur belge qui m'a pris dans sa Suzuki, mais de manière à nous suivre jusqu'au niveau de Bugarama. Quand nous sommes arrivés à Bugarama, lui, il a poursuivi jusqu'à chez lui, dans la commune de Nyabihanga. Et moi, je suis descendu ici à Bujumbura. Notre vision, c'était laquelle? Notre vision était d'édifier un Burundi réconcilié. Parce que nous étions habités, nous étions marqués par ces drames par lesquels le Burundi était passé depuis les années 1960 jusqu'à cette époque et qui avaient produit des centaines de milliers de réfugiés burundais. Mais nous disions aussi qu'il fallait éviter et se protéger de toute lecture ethniste de cette situation. C'est pourquoi dans notre méthode, nous avions adhéré à la philosophie de la lutte des classes, préférant analyser la société burundaise en termes de lutte de classe qu'en termes d'affrontement ethnique. Et nous en avons d'ailleurs eu des déboires pour pas mal d'entre nous, parce que c'était très difficile dans les milieux des réfugiés qui sont considérés, et à juste titre, comme victimes d'une stratégie ethnique, de proposer une lecture autre. Je peux vous raconter, je sais que le temps est compté, mais si j'allais vous raconter tout ce que j'ai vécu, tout ce que nous avons vécu sur cela, vous verrez comment, en fait, il est très difficile de changer une société qui a été suffisamment marquée par des divisions de ce genre. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut démissionner par rapport à cela. Non, on n'a pas démissionné, on a poursuivi. Et finalement, comment est né le Front pour la démocratie au Burundi, Frodebu? Bon, quand nous arrivons ici avec Ndadaye en 1983, nous trouvons déjà des amis, des camarades que nous envoyions déjà ici au Burundi à partir de 1980. Et il y a des noms auxquels je voudrais franchement rendre hommage à travers cette émission. Je vois par exemple un ami qui a travaillé d'ailleurs à la radio nationale, qui s'appelait Christin. J'oublie son nom. Il était déjà présent avec Léonce Ngendakumana déjà dans les années 80. Et je me souviens d'une activité qu'ils avaient organisée ici à Bujumbura. Et je pense coordonnée par un autre camarade qui est également décédé, Bachinoni Daniel, dans la distribution de notre organe d'expression ici à Bujumbura, y compris même du côté Beau. Il y avait d'autres, dont Cyprien Haryami, qui était rentré, je pense, une année avant nous. Il est également décédé, vous le savez très bien.
Mais il y avait aussi le beau-frère de Melchior Ndadaye, le docteur Nshimirimana Jean Berkmans. Il est également décédé. Il y avait également, je cite en vrac, Donatien Nyarwenda. Il est également décédé. C'est pour vous dire que, franchement, peut-être les témoins de cette histoire, il en reste très peu. C'était une aventure ô combien intéressante qui nous a amenés ici à penser, à édifier un parti politique qui change le cours des choses. Et pour cela, nous avions pris l'option de pénétrer dans ce que nous considérions comme les milieux progressistes dans l'environnement ou les parages de l'IPRONA, particulièrement au niveau de l'Union des travailleurs du Burundi et de l'ITB. Et pendant 3 ans, puisque vous me posez la question de savoir comment on en est arrivé au Parti Sahraouen Frodebu, pendant 3 ans, une des premières concrétisations de ces contacts a été la création d'une association, je pense qu'elle est toujours légalement acceptable, qui s'appelait Association culturelle pour le progrès au Burundi, qui a animé, même quand nous étions à l'intérieur du parti, on a plusieurs conférences ici à Bujumbura, à travers lesquelles nous faisions passer nos idées de changement. Mais quand nous avons proposé à nos camarades Tutsi, de l'IPRONA, les gens de l'ITB et d'autres de la JRR, pour constituer un parti, je ne sais pas si on peut parler d'incompréhension, mais on n'aura pas pu. Il y en a qui nous disaient, écoutez, si vous voulez changer le Burundi, vous pouvez le faire de l'intérieur de l'IPRONA. Mais nous avons dit, ce n'est pas possible, tel que nous avons observé les choses. Alors, à partir de 1986, nous avons pris l'option de créer le parti, un parti dans la clandestinité. À l'époque, on n'a pas parlé d'abord de Frodebu. On parlait de FROLUDE, le Front pour la lutte démocratique. Et nous l'avons créé à Gitega. Et encore une fois, je me souviens très bien, les services de renseignement de la sûreté à l'époque a constaté qu'il y avait quelque chose qui s'était fait et a enquêté. Ils ont même arrêté des gens, ce que moi j'appelais des notables Hutus à l'époque, qu'ils croyaient être à la base. Mais ni Melchior Ndadaye, ni moi-même, ni les autres, Nyangoma et d'autres, personne n'a été inquiété. Et quand ils ont interrogé ces gens, ils ont constaté qu'ils n'étaient pour rien. Après, ils les ont libérés. Il y en a qui vivent encore. Il y en a par exemple un, je ne sais pas où il est maintenant, qui nous surnomme Mwambutsa. Il a été arrêté. Vous avez commencé le Frodebu, mais à ce moment-là, il y avait d'autres mouvements qui avaient choisi la voie des armes. Quelle était votre relation avec ces... Non, alors le Frodebu, on y arrive après. Quand ils ont été arrêtés, ces gens, nous avons dit, notre mouvement est connu, nous allons changer de nom. Nous n'allons plus nous appeler Frolide, nous allons nous appeler autrement. Et c'est ainsi que nous avons trouvé le nom Frodebu, le Front pour la démocratie au Burundi. Et je peux encore dire une chose ici, comment nous en sommes venus à Sahraouen. Parce qu'il y en a qui disent que ce serait sous l'influence de l'Église catholique. Et d'ailleurs, qui avait été malmené par le pouvoir de Bagaza et qui lui reprochait de faire de la politique à travers ces structures. Mais ce n'était pas ça. Sahraouen, pour nous, traduisait en Kirundi le contenu du mot front. Parce que le front, nous l'expliquions comme une rencontre de tous ceux qui voulaient le changement démocratique au Burundi. Et nous les appelions à nous rejoindre. Alors, à la question qu'il faut poser, la lutte armée. Vous savez que la lutte armée a commencé depuis longtemps au Burundi, des fois les gens ne le reconnaissent pas. Je voudrais vous dire, et là c'est également pour être juste et correct par rapport à l'histoire. Des fois, on aime dire que c'est le Paripeutu comme organisation politique qui a été la première à être créée. Mais je viens de vous donner une information vérifiable. Le parti Ubu a été créé en 1979, au mois d'août. Et le Paripeutu, Parti pour la libération du peuple Hutu, a été créé par Rémi Gahutu en Tanzanie en avril, le 10 avril exactement, 1980. Presque une année, bon, moins 4 mois, une année après. Mais avant, il y a eu
Et c'est également connu ici à Bujumbura, un mouvement qui s'appelait Tabara. Tabara qui était animé par un monsieur installé alors à Bruxelles qui s'appelait Rushishikara Gérard. Et il avait envoyé au Rwanda un de ses collaborateurs qui n'était autre qu'Rémi Gahutu. Et Rémi Gahutu, en 1979, je crois au mois de mai exactement, quand nous débarquons là, et a rendu publique une déclaration, visiblement avec le concours des services secrets rwandais, une déclaration dans laquelle il dénonçait ce qui se faisait ici. Et cette déclaration avait pu être distribuée jusque dans les enceintes où se tenait, je pense, le 5e sommet France-Afrique qui était organisé à Kigali. Et là, le président Bagaza était rentré, il est là, je peux le lui dire, il est rentré furieux. Furieux en exigeant du Rwanda un geste, mais aussi furieux par rapport à toutes ces contradictions qui s'observaient ici à Bujumbura, en croyant que celui-ci ou celui-là, telle institution ou telle autre, pouvait être impliqué. Dans ce qu'il a pu obtenir, c'était que soit expulsée l'équipe qui était considérée comme à l'origine de cette déclaration et de sa distribution. Et c'est ainsi que Gahutu Rémi et ses lieutenants, je pense une quinzaine, ont été expulsés du Rwanda. Ils ne sont pas venus au Burundi, ils sont allés en Tanzanie. Et c'est en Tanzanie où ils ont fondé le Parti Hutu. Alors, nous, par rapport à la lutte armée, nous y avions aussi pensé. Si vous lisez les textes fondateurs du Parti Hutu, il y avait une étape de lutte armée. Mais, au début des années 1980, nous avons changé de stratégie. Nous avons dit, le monde est en train de changer, sans la violence nécessairement, mais à travers d'autres canaux, d'autres mécanismes. Parce que nous partions de ce qui se passait en Pologne, avec le syndicat Solidarność, qui bousculait le système, et où on sentait qu'il y avait quelque peu de dérèglements qui commençaient à prendre racine. Et on s'est dit, mais pourquoi pas? Mais au Burundi, c'est possible. C'est pourquoi Dada et Melchior et moi-même, on préconisait la constitution, c'est de l'actualité aujourd'hui, la constitution d'une vaste alliance réunissant toutes les forces de changement. Donc, nous-mêmes, au Rwanda, et éventuellement d'autres progressistes aujourd'hui. Quand nous sommes rentrés, c'est cette alliance-là que nous avions le rêve de construire. Vous avez eu des postes de responsabilité au sein du parti UPRONA, on parle de l'Institut Rwagasore et bien d'autres. Était-il facile de jouer les clandestins et travailler pour l'assise du Frodébu et en même temps être à des postes de responsabilité au sein de l'UPRONA qui dirigeait à l'époque? C'est ça la clandestinité justement. La clandestinité c'est quoi? C'est savoir s'organiser, c'est savoir s'activer, c'est savoir agir de manière que celui avec qui vous parlez a de la peine et à vous identifier dans votre véritable nature, mais en poursuivant un objectif. Peut-on dire qu'à ce moment-là, vous aviez la confiance du président Buyoya? Non. Nous avions la confiance en nous-mêmes. En nous-mêmes, dans ce que nous voulions. Et moi, je vais vous dire par exemple que le président Buyoya m'a nommé sans me connaître. Il m'a nommé le 11 décembre 1987, je crois. À l'époque, moi, je n'étais pas ici. Moi, j'étais en stage à Paris, exactement à Bruxelles-Marne, à l'Institut national de l'audiovisuel, où je poursuivais la formation dans le métier dont on parlait tout à l'heure, de chargé de production. Et si j'avais été nommé, c'est parce que dans l'entourage du président Buyoya, qui cherchait des leaders, maintenant c'est le terme indiqué, des leaders Hutus qui pouvaient servir dans le parti prenant, ils ont contacté Melchior Ndadaye. Et il y a des noms qu'il a proposés, dont mon nom. Je n'ai pas été d'abord à l'Institut Rwagasore. J'ai été d'abord secrétaire national chargé de l'information et de la mobilisation. J'avais comme adjoint, elle est toujours là, Mukera Birori. Oui. Puis après, peut-être, j'avais aussi la mission de rédiger, le journal du parti prenant à l'époque, qui s'appelait Indarangavye. J'en étais le rédacteur en chef. Si vous allez, par exemple, à cette période, vous constaterez des articles que j'ai signés dans ce journal, y compris des articles, encore des fois de l'actualité, destinés à la lutte contre la corruption, qui était déjà une réalité malheureusement négative dans l'État burundais.
Si Buyoya nous avait accepté, ce n'était pas parce qu'il nous voulait ainsi, c'est parce qu'il avait vu ce que nous valions. Nous voulions passer dans un deuxième volet plutôt à la mort d'Ondadaye et à la gestion des violences qui s'en est suivie. Il s'agit de gestion de la crise survenue après la mort du président Melchior Ndadaye, tout de suite aggravée par la mort du président Cyprien Ntaryamira. Nous imaginons que ces moments devaient être particulièrement difficiles et éprouvants pour vous qui aviez été les compagnons de lutte, compagnons de mobilisation pour la campagne électorale, compagnons pour la réflexion, la définition des projets de société, et vous aviez des protagonistes sociopolitiques très difficiles à gérer. C'est un peu ce moment et ces questions que nous voudrions approfondir maintenant. Oui, on revient sur la mort d'Ondadaye, hélas, bon, on ne cessera jamais de parler de cette mort. Monsieur le Président, comment interprétez-vous la mort du président Ndadaye et de ses proches et collaborateurs? C'est le système qui ne s'était pas encore modifié et qui n'avait pas changé. Et quand nous nous sommes engagés au Frodebo, il y a des problèmes fondamentaux que nous identifions comme des obstacles à l'éclosion d'une saine démocratie au Burundi. Nous étions dans une société divisée, une société qui était fortement marquée par les crises antécédentes, notamment celle de 1972, que d'aucuns aujourd'hui qualifient de génocidaire. Autant peut-être du côté de la rébellion, mais sous une moindre dimension, que surtout du côté de l'État. Je ne reviendrai pas à ce débat, peut-être qu'on va y revenir. Mais c'est ma conviction aujourd'hui. Alors, ce système n'avait pas changé. Parce que vous constatez que depuis 1972 jusqu'à 1993, l'État restait là, sans aucun changement, sans aucune modification. Ce sont les gestionnaires, pour ne pas dire les commanditaires, de 1972 qui restaient dominants dans l'État. Et c'est cet État qui s'est poursuivi. Ce qui s'est passé en 1976 avec le président Bagaza, peut-être même en 1987 avec le président Buyoya, moi je les considère comme des révolutions de palais. Personne n'a osé mettre fondamentalement en cause l'État burundais qui avait sur lui cette charge ô combien pesante de ce que nous avons vécu, nous les Burundais, Hutu et Tutsi, en 1972, à cause d'un État qui avait beaucoup plus ce particularisme de diviser au lieu d'unir. Nous devons le dire aujourd'hui avec sincérité, avec fermeté, mais avec esprit de réconciliation par rapport à ça. Et on ne peut pas se réconcilier quand on ne se dit pas toute la vérité sur ce qui s'est passé. Mais là, je passe. Peut-être qu'on aura l'occasion. Alors, ce système a assez continué. Nous, quand nous arrivons au Frodebo, quand il est agréé le 23 juillet 1992, dès le mois d'octobre, si j'ai bonne mémoire, avec d'autres partis qui se sont créés, dont le PRP, qui était dirigé par M. Mathias Hitimana, dont la NADE, dont le PL, dont le RPB. Nous avions demandé au président Buyoya et à son gouvernement de mettre en place un gouvernement de transition qui serait sorti d'une conférence nationale. Est-ce que vous l'avez touché précisément parce que lui, il nie avoir été contacté sur la mise en place de cette transition? On n'a pas le droit de tricher avec l'histoire. Non. C'est indécent. Surtout quand nous sommes en train d'essayer de reconstruire. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait à travers des déclarations. Nous l'avons fait à travers des émissaires que nous l'avons envoyés. Et lui-même, il avait tellement pris connaissance de cela qu'il nous a répondu. Allez visiter ses discours. Il y a des discours dans lesquels il nous a répondu. Notamment en disant que le gouvernement de transition, c'est un mimétisme. Que le gouvernement de transition, c'est beaucoup plus chercher des places. Cela a été écrit, ça se retrouve dans ce discours, à moins qu'il soit perdu. Mais je ne pense pas qu'il soit perdu.
Si je le rencontrais, je lui dirais, non pour l'accuser, mais pour l'aider. Pour l'aider à assumer cette histoire. Parce que non seulement nous l'avons demandé, nous-mêmes au niveau du leadership, mais c'était des slogans qui ponctuaient tous les meetings que nous, au niveau du Frodebu, nous menions. L'État, en fait, qui va anza ubunyene. Donc avant les élections de 80. Avant les élections. Parce que nous, on projetait les premières élections plutôt en 1996. Il y en a même qui préconisaient une décennie. Allez par exemple parler avec Jean-Marie Ngendahayo. Il vous dira. Parce que nous disions, nous devons d'abord résoudre des problèmes qui nous semblent aujourd'hui, qui nous semblent pas d'ailleurs, qui sont aujourd'hui des entraves à l'éclosion d'une saine démocratie. Le problème de la perception et de la gestion et du comportement des forces de défense et de sécurité. Entendez ici les forces armées burundaises, entendez ici la gendarmerie, entendez ici la police, à l'époque on parlait de PSP, la police de sécurité publique. La question de la justice, la question de l'administration, la question des réfugiés, à travers lesquels justement les mouvements qui préconisaient la lutte armée agissaient, le Paripeutu. Mais nous disions aussi la conception et l'organisation des institutions